Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo de corriger un exercice qui est dans notre fiche de travaux dirigés que nous n'avons pas eu le temps de faire en cours. Et nous allons profiter de cet exercice pour revoir les méthodes de résolution, un exercice type circuit du premier ordre. On verra les circuits du second ordre dans une prochaine vidéo. Donc on a un circuit classique composé d'un générateur, de deux résistances R1 R2 et d'une bobine d'inductance L. À t égale 0, j'ai oublié de l'écrire, on ferme l'interrupteur K. Et on considère qu'il est ouvert depuis suffisamment longtemps pour qu'on soit en régime permanent. Donc première question, nous demande de déterminer UL quand t tend vers l'infini, c'est-à-dire lorsque le régime permanent se sera établi après la fermeture de l'interrupteur K. Donc la démarche, hop, alors je vais prendre de la couleur. Méthode pour la question 1, c'est de dire que la bobine est équivalente à un fil lorsqu'on est en régime permanent. Donc je peux retracer mon circuit avec la bobine qui est assimilée à un fil, R2, et puis la bobine qui est remplacée par un fil, et puis mon interrupteur K est fermé. Donc je me retrouve avec cette portion de circuit. Donc de façon immédiate, UL et U2 seront égales à 0. UL, donc que je vais noter infini, sera égal à 0, et c'est U2 parce que c'est la différence de potentiel entre les mêmes points. Vous pouvez aussi appliquer une maille dans la petite maille ici. Ce qui me conduit immédiatement à dire que, d'après la loi des mailles, nous avons E qui sera égal à U1 plus U2. U2 étant nul, puisque j'applique ça à l'infini, on trouve U1 infini égale E. Ce qui nous permet de déterminer l'ensemble des courants, I1, I2 et IL. On trouve de manière immédiate, puisque U1 infini égale à E, I1 qui est égal à U1 sur R1, donc appliqué à l'infini, sera égal à E sur R1. Et puis on a I2 infini qui sera égal à U2 sur R2, mais puisque E2 est nul, on trouve 0. Et donc j'aboutis à IL infini qui est égal à E sur R1 en appliquant une loi des nœuds au point A. Donc voici la première question, vous voyez, j'ai déterminé toutes mes grandeurs en régime permanent, donc quand t tend vers l'infini, uniquement en remplaçant ma bobine par un fil. Question 2, on demande de déterminer UL en particulier à l'instant 0+, c'est-à-dire juste après la fermeture de l'interrupteur K. Donc ici, de la même manière, la méthode consiste à dire, en fait, on sait ce qui se passe à t égale 0-. Donc, on commence par regarder à t égale 0- ce qui se passe, et on va chercher en particulier IL à 0-. Pourquoi IL à 0-? Parce que la deuxième étape consiste à appliquer la continuité du courant traversant de la bobine. Et enfin, la troisième étape, c'est d'utiliser ce qu'on a fait dans les deux premières étapes pour en déduire ce qui nous intéresse. Ici, UL à 0+. Alors je précise que si on avait eu un exercice avec un condensateur à la place d'une bobine, ce qu'on aurait recherché à t égale 0,1, ce serait plutôt la tension au bord du condensateur. Pourquoi? Parce que c'est la tension au bord d'un condensateur qui est continue. Donc ici, je vais me cantonner à regarder ce qui se passe pour IL. Donc, à t égale 0-, on sait que l'interrupteur K est ouvert. Donc si l'interrupteur K est ouvert, j'ai immédiatement le courant I1 qui est nul. On sait également que à t égale 0-, on est en régime permanent. Donc si on est en régime permanent, on a UL à 0- qui est égal à 0. Mais puisque UL égale à U2, on obtient
que U2 à 0- sera nul aussi. Et donc, I2 à 0-, qui est égal par la loi d'Ohm à U2 sur R2, sera nul. Et donc, on conclut IL à 0-, qui est égal à I1 moins I2, si j'applique une loi des nœuds au point A, I2 est nul, et I1 également, donc IL à 0- égale à 0. J'ai fini ma première étape. Je dis ensuite, le courant traversant une bobine est continu, donc le courant IL est continu, ce qui me dit que IL à 0- sera égal à IL à 0+, sera égal à 0. C'est-à-dire que l'action de fermer l'interrupteur K à t égale 0 ne va pas brusquement changer le courant IL traversant la bobine. Puisque j'ai IL à 0+ qui vaut 0, j'ai alors I1 à 0+ qui vaut I2 à 0+. Parce que normalement c'était I1 égale à I2 plus IL, mais IL est nul. Je peux appliquer ensuite une loi d'émail. Ma loi d'émail me donne E est égal à U1 plus U2, c'est-à-dire R1 I1 plus R2 I2. Et puisque I1 égale à I2, j'obtiens que I1, c'est-à-dire la même chose que I2, sera égal à E divisé par R1 plus R1. Okay, je peux remplacer soit I1 soit I2 par I2 ou I1. Okay. Maintenant que j'ai le courant I2, j'en déduis U2. U2 à 0+ sera égal à R2 I2. Ce qui me donne R2 sur R1 plus R2 fois et U2, c'est la même chose que UL. J'ai trouvé ma valeur de UL à l'instant initial. Alors, on aurait pu être un tout petit peu plus élégant sur cette partie-là. À partir du moment où on sait que le courant IL est nul à 0+, on aurait pu appliquer en fait un pot diviseur de tension pour trouver U2. Parce que les deux résistances R1 et R2 sont parcourues par le même courant. Et donc immédiatement, si IL est nul, U2 ce sera égal à R2 divisé par R2 plus R1 fois E. Ce qu'on obtient bien ici. Ok. Bon, là j'ai détaillé un petit peu plus le calcul. Je note ici mes différents résultats. Donc on a trouvé UL infini qui était égal à 0. Et là on vient de trouver UL à 0+, qui est égal à R2 divisé par R1 plus R2 fois E. Ok, je peux passer à la question 3. Question 3, on vous demande de déterminer la fonction de UL dans le temps. Donc la méthode ici consiste pour cette question 3. Donc, méthode, il faut d'abord déterminer l'équation dite différentielle. Trouver l'équation différentielle. Et ensuite, la résoudre. Je vous rappelle que pour trouver l'équation différentielle, là aussi vous pouvez être méthodique. Si vous avez un circuit avec plusieurs mailles, vous pouvez systématiquement commencer par la loi des nœuds, continuer en appliquant les lois de dipôle, donc soit la loi d'Ohm, soit la relation courant-tension dans la bobine condensateur, et finir par une loi des mailles. C'est ce que nous allons faire ici. Ok, donc, si j'applique ma loi des nœuds, ma loi des nœuds donne I1 égale à I2 plus IL. Ensuite, j'applique mes lois de dipôle. J'ai I1 qui sera égal à U1 sur R, 1. I2 qui sera égal à U2 sur R2. Hop, U2 sur R2. Et j'ai également UL
égale à L DIL sur dt. Donc la difficulté ici, c'est que pour faire apparaître UL, j'ai besoin de DIL sur dt. La petite astuce revient à dériver votre loi des nœuds. Si I1 égale à I2 plus IL, alors DI1 sur dt sera égal à DI2 sur dt plus DIL sur dt. Je n'ai plus qu'à remplacer du coup I1, I2 et DIL sur dt parce que je viens d'obtenir ici. On obtient alors 1 sur R1 DU1 sur dt sera égal à 1 sur R2 DU2 sur dt plus UL sur L. Il ne me reste plus qu'à appliquer la loi des mailles. La loi des mailles me donne d'un côté U2 égale à UL et me donne aussi U1 qui va être égal à E moins UL, si je fais la grande maille ici. Je remplace U1 et U2 dans l'expression obtenue précédemment, ce qui me donne 1 sur R1, la dérivée de E moins UL par rapport au temps, qui sera égal à 1 sur R2, la dérivée de UL par rapport au temps, plus UL sur L. Cette dérivée ici, j'ai la dérivée d'une constante E par rapport au temps qui s'annule, moins la dérivée de UL par rapport au temps. Ce qui me donne ici, hop, je vais aller un peu plus vite, ça me fait moins DUL sur dt, ok? Parce que DE sur dt est nul, c'est la dérivée d'une constante. J'obtiens alors, je rassemble tout, j'obtiens 0 égale à DUL sur dt facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus UL sur R. Ok? Ce facteur 1 sur R1 plus 1 sur R2, je peux le réécrire comme étant R1 plus R2 divisé par R1 R2. Et j'obtiens mon équation différentielle pour finir. 0 égale à DUL sur dt plus R1 R2 divisé par R1 plus R2 fois UL sur L. Ok, ce terme-là, je l'ai passé ici. Voici mon équation différentielle. Je n'ai plus qu'à la résoudre. Ok, je vais la résoudre. Donc la solution d'une telle équation est la somme de la solution particulière, alors ici j'en ai pas parce que le second nombre est nul, plus la solution homogène. Donc la solution est UL égale à A exponentielle moins T sur taux, à condition d'avoir identifié taux. Donc je vous rappelle l'équation, ici on peut écrire que c'est une équation de la forme 0 égale à DUL sur dt plus UL sur taux. Donc on identifie 1 sur taux comme étant ce paramètre-là. Donc ici, avec taux qui sera égal à L, facteur de R1 plus R2, divisé par R1 R2. Pour trouver la constante A, j'utilise la condition initiale que j'avais trouvée ici. Or, UL à 0 égale à R2E divisé par R1 plus R2. Okay, et c'est égal à A exponentielle 0. Donc A. Okay, ce qui me donne A égale R2 fois E divisé par R1 plus R2. Je conclus alors. UL en fonction du temps sera égal à R2 fois E divisé par R1 plus R2 exponentielle moins T sur taux. Je peux tracer le graphe de UL en fonction du temps. Ok, et j'ai une exponentielle décroissante. Donc c'est ça, R2E divisé par R1 plus R2.
Voici pour la résolution, enfin la détermination de l'équation différentielle et sa résolution pour un UL. Dernière question, faire le bilan d'énergie. Donc pour faire le bilan d'énergie, je vais calculer en fait l'énergie reçue ou fournie par chaque dipôle. Donc je vous rappelle que on parle d'énergie reçue si le dipôle est mis en convention récepteur et d'énergie fournie si le dipôle est mis en convention générateur. Donc question 4, puissance fournie, énergie, je vais faire directement l'énergie. Énergie fournie par le générateur, ce sera égal à epsilon g, ce sera l'intégrale de 0 à l'infini, puisque je fais un bilan d'énergie entre 0 et l'infini, de E fois I1 dt. Ok, j'ai également l'énergie dissipée par effet Joule. Epsilon J, alors j'ai deux résistances, donc je vais séparer les deux. Pour la résistance 1, j'aurai, donc je peux utiliser soit R carré, soit U carré sur R, donc par exemple U1 carré sur R1 dt, ok, et puis epsilon J2, intégrale de 0 à l'infini, de U2 carré sur R2 dt. J'aurais pu utiliser de la même manière R1 I1 carré ou R2 I2 carré, c'est strictement équivalent. Ici, je suis passé par les tensions parce que c'est UL qu'on a déterminé. Et puis enfin, l'énergie stockée par la bobine. Donc, deux solutions. Soit vous dites epsilon L, c'est l'intégrale également de 0 à l'infini de UL fois IL, hein, qui dépend du temps. Ou alors, pour aller un peu plus vite, on peut dire que c'est l'énergie finale moins l'énergie initiale. Et donc on connaît l'énergie stockée dans une bobine, c'est 1/2 de L IL carré. Donc quand T tendra vers l'infini, moins, donc ça c'est l'énergie finale, moins l'énergie initiale, 1/2 de L IL carré, quand T égale à 0. Ok ? Pour finir ce bilan d'énergie, je ne peux pas laisser les intégrales comme ça, il faudrait que je fasse les calculs. Donc pour ce faire, en fait, il faudrait que je détermine I1, U1, U2 et IL. Ok ? Pour U2, c'est simple, U2 est directement égal à UL. Pour U1, ici, on va utiliser le fait que U1, c'est E moins UL. Donc on utilisera l'expression. Donc ça, et ça, on peut les calculer facilement. Pardon. Une fois que j'ai U1, j'ai I1. Hein, I1, ce sera E moins UL, c'est-à-dire U1 sur R1. Ok. Et puis quand vous avez I1, vous pouvez aussi calculer I2 à partir de U2, mais donc vous pouvez déterminer IL. Ok. Et donc IL, obtenu avec I1 moins I2, je vous laisserai faire le calcul, vous trouvez à la fin que ça fait E sur R1 exponentielle moins T sur tau. Ok. Que vous pouvez utiliser ici. Je vous laisserai finir les calculs. N'hésitez pas évidemment à venir me poser des questions si vous avez des difficultés. Voilà, je vous remercie.